Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Comment expliquer le rejet, le mépris dont font l'objet les pauvres? C'est notre thème ce matin. Qu'est-ce que la pauvrophobie, ce néologisme qui désigne les discriminations en raison de la précarité sociale? Pourquoi le rejet des pauvres s'exprime-t-il de plus en plus ouvertement? Pourquoi sont-ils considérés comme responsables et coupables de leur situation? Pourquoi manque-t-on d'empathie avec les plus fragiles dans notre société? Comment changer de regard sur la pauvreté? Élément de réponse avec Alexandre Amiel, producteur de la série documentaire Pourquoi nous détestent-ils? Michel Pouzol, auteur du doc consacré aux pauvres, et avec le sociologue Serge Pogam, auteur de Ce que les riches pensent des pauvres. Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook. Bonjour Julien Bisson. Bonjour Ali. Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, à la une du 1, une poudre blanche légale. Oui, comment l'industrie nous a rendus accros au sucre. À tout à l'heure, Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi. Bonjour Alexandre Amiel. Bonjour Ali Rébéi. Bienvenue dans l'émission, vous êtes producteur de la série documentaire Pourquoi nous détestent-ils? Énorme succès de certaines séquences sur Internet. Quel est le but de cette série diffusée sur la chaîne Planète Plus, consacrée l'an dernier aux Noirs, aux Juifs, aux musulmans, et pour cette seconde saison aux femmes, aux gays et aux pauvres? Le documentaire consacré aux clichés sur les précaires, sur les pauvres, nous a donné l'idée de notre émission ce matin. Oui, tout à fait, mais pas pour vous reprendre, mais j'aime à dire qu'on n'a pas fait des films sur les Juifs, les Noirs, les Arabes, ou les pauvres, les homos ou les femmes. J'aime à dire qu'on a travaillé un peu sur les fractures identitaires de la France avec les 3 premiers films, et qu'on a ensuite travaillé sur les fractures sociétales de notre pays. Donc pour moi, justement, c'est pas du tout des films ni communautaires, encore moins communautaristes. C'est au contraire une façon de raconter la France et qu'on arrête d'essentialiser. C'était ça l'objectif de ces films. Et avec Michel et Pouzol et Sarah Carpentier, on a travaillé effectivement sur le rapport que la France a à ses pauvres, mais ça, il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Michel Pouzol, bonjour. Vous avez été député socialiste entre 2012 et 2017. Vous êtes fils d'un ouvrier de chez Michelin et petit-fils de paysan. Alors un jour, vous revenez en voiture d'une expo consacrée à Star Wars avec votre fille. Le téléphone sonne et un ministre socialiste est au bout du fil. Et là, ce qu'il vous dit est assez édifiant. Oui, en gros, il m'explique qu'il compte sur moi pour un vote quelconque, parce que j'étais un peu indiscipliné dans mon mandat de député. Puis il me dit, bon, toi, on comprend que tu t'intéresses aux pauvres avec ton parcours, que tu les défends, c'est normal. Bon, en gros, t'es un pauvre, donc c'est normal que tu t'intéresses à ce sujet-là. Mais quand même, n'oublie pas que même chez nous, au Parti Socialiste, beaucoup de gens pensent qu'on fait déjà beaucoup pour ces gens-là. Ces gens-là. Et le terme « ces gens-là », je le prends en pleine figure avec ma fille à côté de moi en disant mais ces gens-là, c'est de qui ils parlent? Et effectivement, ils parlent de moi puisque quelques années avant, très peu d'années avant, j'étais encore au RMI et je vivais avec ma femme et mes 2 enfants, ma femme enceinte, dans un cabanon de 20 mètres carrés sans aucun confort, en bordure de forêt. Donc j'étais dans le dernier, je dirais le dernier étage avant la rue. Donc voilà, je prends ce message qui vient en plus d'un camp politique où on penserait ne pas le trouver, où je l'avais pas trouvé d'ailleurs avant, réellement. En tout cas, pas de manière frontale, je le prends de manière frontale à ce moment-là. Et effectivement, ça déclenche une réflexion un peu particulière. Alors Michel Pouzol, dans ce documentaire, vous passez au crible toutes les idées reçues, les clichés sur les pauvres que l'on retrouve dans la bouche de certains hommes politiques, ceux qui parlent du cancer de l'assistanat, dans certains journaux qui défendent des valeurs peu charitables, dans certaines émissions de radio et de télévision. Quels sont les qualificatifs qui reviennent le plus souvent quand on évoque les gens de peu, les pauvres, les vies précaires? La première chose, c'est l'assistanat. Ça, c'est un mot c'est un des pires mots, je trouve, de la langue française. Et comment on a basculé de l'idée de solidarité à l'idée de assistanat. Le pire, c'est quand même le cancer de l'assistanat. Mais après, vous avez les mots classiques. Vous êtes paresseux, pas volontaire. Alors après, je passe sur les caricatures où vous êtes à la fois crasseux, alcoolique et drogué, voire pire. Parfois, on l'a vu, on le voit un peu partout. Je me rappelle d'une banderole dans un stade de football où on parlait des gens du Nord en disant alcooliques, pauvres, pédophiles, enfin voilà, tout se mélange là-dessus. Donc il y a pas de limite en fait à ce discours-là, mais aujourd'hui le discours c'est le profiteur du système. Voilà, c'est l'idée que quand on est pauvre, c'est un choix qu'on a fait et qu'on profite d'un système qui est vraiment
extrêmement trop gentils avec nous, quoi. Alexandre Amiel, vous étiez conscient de cette pauvrophobie? Alors, Honnêtement. Non, j'en étais pas conscient, et c'est pour le coup la richesse de ces documentaires que je vous invite donc à voir. Ils sont tous disponibles sur MyCanal et en diffusion à des heures régulières sur Planète Plus. Ça, c'est pour l'aspect comment vous pouvez le voir. Non, je n'étais pas conscient, et ce qui est vraiment passionnant avec chacun de ces films, c'est que à chaque fois on se dit que les histoires sont différentes, et elles le sont. Il y a des choses qui sont spécifiques dans nos rapports aux pauvres, dans nos rapports aux Français juifs, aux Français musulmans ou aux femmes, mais en fait ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est un phénomène de peur, et c'est un phénomène de rejet, et les mécanismes sont souvent les mêmes. Serge Pogam, bonjour, vous êtes un éminent sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous publiez donc Ce que les riches pensent des pauvres. Le concept de pauvrophobie n'est pas un concept sociologique ? Non, ce n'est pas un concept sociologique. C'est un concept qui est utilisé pour dans le cadre du débat. C'est le mouvement ATD Quart Monde qui l'a mis en avant, et il présente au moins le mérite de poser un certain nombre de questions, et notamment d'aborder la question du mépris social, du mépris que certaines catégories éprouvent à l'égard des pauvres, à l'égard des précaires. Et donc on le voit dans les enquêtes que l'on mène actuellement. On le voit depuis quelques années, ce sentiment de mépris, cette volonté aussi d'être distant à l'égard des pauvres, de repousser toujours plus loin les pauvres. Ces gens-là, comme vous le disiez à l'instant, d'ailleurs, qui est le titre d'un ouvrage de Colette Pétonnet, il faut peut-être le rappeler. C'est un livre qu'elle avait écrit pour identifier la façon dont on désignait les habitants des bidonvilles à l'époque. Elle faisait des enquêtes dans les années 70 sur les bidonvilles, et on parlait de ces gens-là justement en ayant toujours un sentiment de supériorité, et aussi une certaine crainte teintée de répulsion physique à l'égard de ces personnes. Et d'ailleurs, Serge Pogam, dans votre dernier livre, vous vous demandez si les pauvres suscitent chez les riches la même répulsion que chez les bourgeois du 19e siècle, si bien décrit notamment par Balzac. Oui, et alors on a ce livre tout à fait important pour bien aborder cette question de la répulsion et de la crainte à l'égard des pauvres, ce qui est le livre de Louis Chevalier, Classe laborieuse et classe dangereuse. Il avait travaillé, c'est un livre publié en 1958, et il avait travaillé sur la première moitié du 19e siècle. Et à cette époque-là, effectivement, les bourgeois parisiens étaient dans une angoisse très forte à l'égard des pauvres qui vivaient à proximité. Et cette angoisse, elle était à la fois une angoisse en termes d'insécurité, il fallait se protéger des pauvres parce que il y avait un taux de criminalité qui était élevé, et en même temps il y avait un risque de contamination. Donc il ne voulait, c'était la proximité des corps qui était en jeu, donc il fallait les repousser le plus loin possible pour assainir les endroits où on pouvait vivre quand on était riche. Et vous vous interrogez d'ailleurs notamment dans votre ouvrage sur le refus de la mixité résidentielle. Ben oui, parce que en fait, on a fait une enquête dans cet ouvrage qui est coécrit avec mes collègues Bruno Cousin, Camilla Giorgetti et Jules Naudet sur l'attitude des riches vivant dans les quartiers les plus exclusifs. C'est-à-dire qu'on a privilégié l'enquête dans les métropoles, 3 métropoles, dont la métropole parisienne, dans les quartiers où les riches se concentrent et où il y a le plus de concentration de richesse. Et donc on s'est poser la question, est-ce que cette augmentation du processus de ségrégation spatiale à l'œuvre dans les grandes métropoles est simplement le fait d'un choix affinitaire des riches, ou est-ce qu'il se traduit aussi par une volonté délibérée de créer une frontière pour être vraiment à l'abri des autres catégories et a fortiori des pauvres? Michel Pouzol. Oui, on est dans un quartier ici en plus qui est bien placé pour cette étude-là. Ici dans le 16e arrondissement de Paris, où se situe la maison de la radio. Voilà, se situe la maison de la radio. La mixité sociale n'est pas forcément la norme, loin de là. Oui, bien entendu, on voit bien que d'abord dans ces grandes métropoles, il y a aussi on repousse de plus en plus. D'ailleurs, pas que les pauvres eux-mêmes, mais toutes les classes, d'abord moyennes, puis en dessous, en périphérie, de plus en plus loin, avec des doubles peines. C'est-à-dire des transports plus compliqués, une précarité qui s'accroît, souvent
C'est des gens qui ont aussi un phénomène d'endettement pour essayer d'avoir sa petite maison, enfin le rêve du propriétaire français, qui fragilise l'ensemble. Et si aujourd'hui on est à 9 millions de pauvres en France, parce que moi je voudrais répéter ce chiffre-là régulièrement, il y a plus de gens qui vivent en région pauvreté dans ce pays que la deuxième région de France, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Wauquiez, quand il raconte ses conneries sur la pauvreté et les assistés, ferait bien de s'en souvenir, parce que c'est quand même phénoménal de penser cette dimension de la pauvreté. C'est pas un épiphénomène aujourd'hui, c'est un phénomène central de notre société, et cette exclusion de plus en plus massive existe, et elle a un effet pervers en plus dans les zones les plus rurales, parce que la pauvreté elle est là, mais elle devient transparente. Et on le montre un peu dans le documentaire Pourquoi nous déteste-t-il, c'est-à-dire qu'on arrive dans des petits villages, dans des petites villes, où elle est là, mais on ne la voit plus. Par contre, elle est aussi présente, et en pourcentage, elle est la même que dans ce qu'on peut trouver dans les grandes métropoles, où c'est plus flagrant. Plus impôts, tout ça c'est pour le roi. Grand bien vous fasse. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Sur France Inter. 10h22 et on s'intéresse ce matin à la pauvrophobie, au mépris social dont font l'objet ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté ou ceux qui surnagent juste au-dessus, avec Michel Pouzol, Alexandre Amiel et Serge Pogam. Alors Michel Pouzol, vous avez donc co-réalisé le documentaire Pourquoi nous déteste-t-il, consacré aux clichés sur les pauvres. Vous êtes ancien député socialiste, fils d'ouvrier, petit-fils de paysan, et à un moment dans votre vie, vous avez vécu dans un cabanon sans eau ni électricité, en bordure de forêt, à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, pendant 16 mois. Oui, je suis reparti de zéro, c'est ce qu'on peut dire. Moi, je me suis retrouvé à 40 ans devant un guichet de la CAF à m'effondrer en sanglots parce que je comprenais plus les papiers qu'on me demandait, et simplement pour devenir RMiste. Et quand vous rentrez chez vous, c'était en l'occurrence un cabanon, donc déjà ça ressemble pas vraiment à ce qu'on appelle une maison, loin de là, et que vous êtes en train de vous dire à 40 ans, je suis en train de pleurer dans ce monde-là pour devenir simplement RMiste, c'est une violence absolue, c'est une balafre qu'on porte en soi. Moi, j'ai jamais été du bon côté de la barrière, j'ai jamais été riche, parce que quand on vient d'un milieu très populaire, il y a une forme de déterminisme social. Puis moi, j'ai pris des risques dans ma vie. Donc j'ai été intermittent du spectacle, j'ai été journaliste pigiste, j'ai été animateur radio, j'ai voulu vivre la vie que je voulais. Mais quand on n'a pas la barrière de sécurité derrière, eh bien, on le vit d'une manière très précaire. Et quand la précarité rencontre en plus un accident de parcours, alors là, vous tombez directement dans la pauvreté très très vite. Ça va très vite, c'est extrêmement violent, c'est très long à en sortir. Et il y a une chose dont je sais, parce que je suis devenu un peu le bon pauvre, puisque je suis celui qui s'en suis sorti, donc c'est formidable, c'est la réussite personnelle, pas du tout. Si vous n'avez pas en face de vous des services publics très costauds, des associations, des mains tendues plusieurs fois, vous ne vous en sortez jamais, parce que la machine vous broie. Et c'est vraiment la solidarité et les services publics, notre choix politique qu'on a fait, qui permet à certains de pouvoir relever la tête. Alors vous, l'ancien pauvre, vous sentiez à l'aise? Peut-être futur pauvre, peut-être, mais comme nous tous autour de la table, certainement. Vous vous sentiez à votre place sous les ordres de la République à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vécu le mépris dû à vos origines et à votre condition sociale, et comment ça s'exprimait? Bizarrement pas tant que ça, parce que moi j'ai été élu, personne connaissait mon histoire, sauf que quand j'ai été élu, les journaux se sont intéressés à cette histoire-là, et c'est devenu une déflagration médiatique en très peu de jours. Donc la plupart des députés que j'avais en face de moi étaient sidérés de voir, d'ailleurs il y a Claude Barthelone qui témoigne dans l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui témoigne dans le documentaire en disant oui, ça nous a paru bizarre, mais il dit surtout avec la réflexion, ma réaction a paru complètement sidérante de se dire mais pourquoi il n'y a pas des gens comme lui ici? Donc j'ai pas vraiment ressenti ça. Mais vous vous sentiez à votre place? À un moment donné, sauf sur certains points, c'est-à-dire qu'il y a une petite élite qui franchement vous regarde de haut, mais à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus pervers que ça, parce que tout le monde regarde tout le monde un peu de haut, et la hiérarchisation des égos est extrêmement forte. Donc, finalement, j'étais pas plus méprisé que pas mal de mes collègues. Mais Michel Pouzol, la haine des pauvres, le mépris social, ça s'exprime dans les mots, mais également dans les attitudes, les regards, les évitements. Ça se traduit dans la société, ça se traduit un peu à toutes les échelles. Et puis, il y a des pauvretés. Je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'idée que la pauvreté est un monde homogène et des choses. Il y a
des pauvretés avec des hiérarchisations. Je dirais qu'aujourd'hui, si vous êtes un migrant qui venait de Syrie, vous n'avez pas la même situation que même un SDF qui a malheureusement basculé dans la rue, que la situation que moi j'ai connue, celle des RMI, celle des travailleurs précaires. Ça aussi, c'est une nouveauté. Le travail n'assure plus une barrière contre la pauvreté. Vous avez des travailleurs, moi j'ai connu en tant que député, des gens qui venaient me voir, qui avaient des CDI, parfois dans les grandes collectivités, et qui dormaient dans leur voiture. Et on voit bien qu'aujourd'hui, donc le regard est différent suivant le type de pauvreté à laquelle vous appartenez. Serge Pogam, je vous rappelle que vous êtes sociologue. Ça s'exprime comment, la haine des pauvres, le mépris social? Des mots, des attitudes, des regards, des évitements? C'est un peu tout ça. Mais ce que nous avons dans cet ouvrage, ce que les riches pensent des pauvres recueillis, c'est des discours, c'est-à-dire une sorte de rationalisation de ce besoin de se distinguer des pauvres. Et donc c'est pas simplement des regards, c'est bien sûr on peut l'observer dans des interactions, ce mépris, mais il est rationalisé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que en gros ceux qui tiennent ce discours-là essayent de le justifier par le caractère indésirable des pauvres qui et la parole se libère aujourd'hui. On dit comme ça assez facilement, publiquement, et pas simplement les riches. On le voit aussi dans d'autres couches de la population, que les pauvres sont dangereux, que les pauvres manquent d'hygiène, que les pauvres laissent traîner des ordures, que les pauvres sont pas respectueux des espaces publics, etc. Et il y a même aussi une forme de naturalisation et d'essentialisation. On en parlait. Nous, ce qu'on a vraiment dans l'enquête remarqué, c'est que la parole se libère et que la pauvreté, elle se racialise également. Et c'est-à-dire que, d'une certaine manière, on considère l'autre comme quelqu'un d'inquiétant parce qu'on ne sait pas d'où il vient véritablement. Alors, ces 10 dernières années, l'opinion des Français s'est considérablement durcie à l'encontre des pauvres. Selon une étude du Crédoc, que vous citez dans votre documentaire, Michel Pouzol, 37% des Français, ces 37% pensent que les personnes qui vivent dans la pauvreté n'ont pas fait d'efforts pour s'en sortir. 64% des Français pensent que s'ils le voulaient vraiment, les chômeurs pourraient retrouver un emploi, sans oublier l'idée que pour 44% des Français, les aides sociales le déresponsabilisent. Ce qui est terrible dans ces chiffres-là, c'est qu'on a beaucoup essayé de regarder comment marchait ce mécanisme un petit peu avec Sarah Carpentier notamment quand on faisait ce documentaire. En fait, on a une partie de la population qui a l'impression qu'elle se bat au quotidien contre la chute. C'est-à-dire qu'en gros, les fins de mois sont difficiles, on n'arrive pas à assurer l'éducation des enfants comme on veut, on est en périphérie où il y a plus de services publics, de proximité, on passe du temps énorme dans les transports, et donc ces gens-là ont l'impression de se battre au quotidien, ce qui est vrai, ce qui est une réalité, pour avoir un niveau de vie qui finalement n'est pas terrible, et ils ont la sensation donc que d'autres, ceux qui ont chuté, ils se battent plus, parce qu'ils travaillent pas, ils n'ont pas les mêmes contraintes, etc. Or, la différence entre cette galère-là, je dirais, du quotidien de ces gens-là et la réalité de la pauvreté est énorme. On a fait croire depuis des années, pour des raisons essentiellement politiques, que on vivait, par exemple, aussi bien, on vivait aussi bien au RMI qu'au chômage, pas qu'au chômage, qu'au SMIC. On a fait croire que tous les types qui étaient au chômage cherchaient pas de boulot, mais la moitié de ceux qui sont au chômage ne sont pas indemnisés, donc ils sont forcément en recherche de travail. Et tout ce discours politique-là a fini par cliver des gens qui sont pas si loin que ça dans l'échelle sociale finalement. Et l'idée qu'on ne se bat pas suffisamment, elle est totalement répandue et totalement fausse, parce que je vais vous juste finir là-dessus. Quand vous avez un budget de 5 ou 600 euros par mois pour vivre à 4, eh bien je vous garantis que la bataille, elle est quotidienne, 24 heures sur 24, pour chaque petit détail de la vie qui paraissent insignifiants pour la plupart des gens. C'est un combat permanent de survie. Serge Pogam. Oui, ce qui me frappe beaucoup, c'est que finalement, c'est un discours qui contribue à distinguer les bons pauvres et les mauvais pauvres. Cette distinction avait plus ou moins disparu il y a une vingtaine d'années, quand on votait la loi sur le RMI. Il n'y a jamais eu cette référence aux mauvais pauvres. C'était tout à fait politiquement incorrect. Les mauvais pauvres avaient disparu du langage. C'est-à-dire qu'on avait ce sentiment qu'il fallait
que la nation tout entière vienne en aide aux plus marginaux et aux plus démunis, et que c'était véritablement un défi national, et donc au titre de la cohésion nécessaire, la cohésion nationale. Or, aujourd'hui, on voit très très bien que l'on avance de plus en plus vers ce retour en quelque sorte de l'idée des mauvais pauvres, qui seraient donc des feignants qui ne feraient aucun effort et qui même profitent des services d'action sociale. Alexandre Amiel, producteur du documentaire Pourquoi nous détestent-ils ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé de faire la guerre à la pauvreté à la guerre aux pauvres. Et encore une fois, comme je disais au début de l'émission, c'est les fractures de la société, on les retrouve partout. On les retrouve face aux pauvres, on les retrouve face aux Noirs, aux Arabes, aux Juifs. Enfin, à un moment, cette idée de bouc émissaire, elle s'installe dans le film. Il y a une séquence très intéressante qu'on a un peu institutionnalisée dans les documentaires, c'est qu'il va voir à un moment le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. On va l'écouter tout à l'heure. D'accord. On va l'écouter tout à l'heure, Alexandre Amiel. Et Julien Bisson, rédacteur en chef du... Oui, moi ça me fait penser, ce mépris social, cette bagarre contre les pauvres, à un texte assez singulier de Baudelaire qui s'appelle Assommons les pauvres. Et dans Assommons les pauvres, il imagine son narrateur qui voit un pauvre mendiant, un vieux mendiant devant lui, et qui se décide, son démon le pousse à frapper ce mendiant, à essayer de le battre. Et il commence à le battre, et le mendiant se rebiffe. Et à ce moment-là, parce qu'il se rebiffe, Baudelaire le considère comme son égal et décide de partager sa bourse avec lui. Et donc il y a aussi cette idée que le pauvre, c'est l'autre jusqu'à ce qu'on le reconnaisse comme son égal, comme quelqu'un d'autre qui nous ressemble. Et à ce moment-là, on peut commencer à essayer de le comprendre. Bonjour Maria. Bonjour. Bienvenue dans l'émission, vous habitez Reims, vous avez vécu votre enfance dans la pauvreté, et plus tard, vous avez vécu de graves difficultés dans la précarité. Oui, c'est cette rencontre avec la société, avec ces personnes qui vous ignorent totalement. En fait, vous allez à l'assistante sociale, elle vous serre la main du bout des doigts parce qu'elle a peur de vous de vous faire vraiment une poignée de main. Mmh. C'est aussi, quand vous allez faire vos courses, vous comptez vos pièces, vous ennuyez les gens. Certes, on est conscient qu'on peut prendre du temps à la caisse, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce regard parce que vous êtes en train de payer avec des pièces et puis voilà. Donc vous ne faites qu'une chose, vous avez envie qu'une chose, c'est de faire reprendre vos articles et de vous en aller parce que vous sentez, vous dévisagez totalement quoi. C'est du mépris. Et pendant les entretiens d'embauche? Alors, les entretiens d'embauche, c'est aussi un problème parce que, voilà, vous êtes à la rue, donc vous êtes hébergé plus ou moins à droite et à gauche. Vous avez un entretien, donc vous changez dans des toilettes publiques parce que vous voulez donner une bonne impression. Et même avec ça, ça ne marche pas parce que il vous dévisage. Il vous dit pas que votre aspect il est pas bon. Il vous dit pas sincèrement. Mais il vous dit que c'est pas bon. Oui, il vous prend pas. Mais vous savez totalement que c'est parce que votre aspect d'habillement. Maria, comment avez-vous relevé la tête? Comment avez-vous surmonté ces discriminations liées à votre condition sociale? Mais en faisant partie des universités populaires, c'est un lieu où on apprend on vous donne le droit à la parole, on vous laisse vous exprimer, et puis à un moment vous dites je vais prendre un petit peu ma revanche sur toutes ces personnes-là. Et puis après, vous osez dire non, vous osez partir, vous osez dire que vous n'êtes pas d'accord, tout en restant courtois. Michel Pouzol, vous avez l'air ému par le témoignage de Maria. Oui, je suis ému et je suis ravi qu'elle parle des universités populaires parce qu'il se trouve que samedi matin, je vais aller faire une université populaire avec ATD Quart Monde. Voilà, participer à ça justement pour entendre des paroles sur la question de la force. Qu'est-ce qui nous maintient à flot quand on est là-dessus? Mais je vais prendre un exemple de ce qu'elle racontait. Nous, donc j'avais 2 enfants, une femme enceinte et on cachait assez bien la situation. Les gens ne le voyaient pas vraiment. Moi, je me suis retrouvé bazardé président d'un club de sport sans que personne se doute de ma situation à ce moment-là. Mais quand vous allez chez un dentiste, moi je me rappelle de ça, quand vous prenez un rendez-vous et que vous commencez, on vous demande si vous avez la CMU complémentaire et vous dites oui, alors il n'y a pas de rendez-vous. Et quand vous en trouvez un, il vous dit je vous prends, mais j'ai pas la machine pour la carte verte. Donc vous allez avancer les sommes. Je dis mais comment? Mais il me dit c'est pas grave, vous êtes remboursé à 100%. Et vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit mais c'est pas grave de donner 100 € par semaine puisque vous allez être remboursé à 100%. Mais vous avez 600 € pour le mois. Donc vous cessez d'aller chez le dentiste. C'est ces choses-là
qui sont le décalage total entre la compréhension de la vie qu'on peut avoir, du temps. Parce que le temps, quand on est dans la pauvreté, est bien plus difficile. Le temps, alors ceux qui passent à la rue, c'est encore plus long, c'est encore plus dur. Mais je vais vous prendre un exemple. On a été cambriolés dans ce petit pavillon. Je le raconte. Ce cabanon. Dans ce cabanon, ouais. Et oui, ce cabanon. Non, mais c'est bien. Pas sur le pavillon. Et donc on a les mecs sont venus, ils avaient piqué les DVD des enfants, des conneries. Et on a fait venir 3 policiers. Les policiers sont venus à 3. Et là, déjà, je me suis rendu compte qu'à 3, ils envahissaient tout de l'espace. Il y avait plus d'espace du tout. Donc déjà, je me suis dit, waouh, c'est si petit que ça, parce que je m'en rendais pas compte. Mais surtout, il y avait une policière qui n'a pas ouvert la bouche et qui regardait ça avec un tel mépris, une telle violence dans le regard, en se disant, mais ils ont un bébé dans ce truc-là. Ils font, mais vraiment, et là, j'ai vu dans son regard où j'étais, qui j'étais vraiment. Et c'est, je veux dire, elle m'aurait passé à tabac, elle m'aurait fait moins mal, parce que je me serais dit, il y a une raison. Mais là, elle est partie sans un mot, et je vous le garantis que j'ai toujours son regard planté sur moi, et un tel mépris que on a du mal à penser qu'un jour, on va être victime de ce mépris-là, cette force-là, cette violence-là, dans un moment en plus où vous êtes une victime doublement, parce que vous venez d'être cambriolé comme n'importe qui. Merci beaucoup Maria d'avoir témoigné ce matin. Vous pouvez également nous contacter, témoigner au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers? Grand bien vous fasse. Non, pas. Elle est bonne celle-là, pas de souliers. Sur France Inter. 10h40 et on s'intéresse à la pauvrophobie, au mépris social dont font l'objet ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté ou qui surnagent au-dessus, avec le documentariste Michel Pouzol, le producteur Alexandre Amiel et le sociologue Serge Pogam. Au début, c'était pas trop méchant. On entendait des trucs comme ça. Cette question de la différence entre le travail et l'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. Parce que ça n'encourage pas les gens à reprendre un travail. Parce que ça décourage ceux qui travaillent. Celui qui a décidé d'accumuler les aides sociales pour vivre des aides sociales va arriver à vivre mieux que celui qui travaille et qui vit au niveau du SMIC. Et puis petit à petit, c'est plus l'assistanat qu'on a ciblé. Ce sont les assistés eux-mêmes. Et là, on est passé à la vitesse supérieure. Franchement, juste un petit point rapidement. Quand on est conseiller départemental, on rencontre beaucoup de RSA. Et quand on voit dans quel état sont ces gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont plus de famille, qui avec l'argent que leur donne la société achètent plus d'alcool, de drogue et de prostitution que véritablement ils essaient de s'en sortir, il faut qu'on sorte de ces systèmes-là. Norbert Bouvet, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur France Bleu Mayenne. Voilà un échantillon de pauvrophobie exprimé par des hommes politiques dans le documentaire « Pourquoi nous détestent-ils » de Sarah Carpentier et Michel Pouzol. Serge Pogam, j'ai l'impression que la pauvreté est devenue quelque chose, aux yeux de certains, de mal, quelque chose de moral dans l'idée de pauvreté, et que ce serait presque une punition divine pour ceux qui croient en Dieu. C'est-à-dire quand on écoute effectivement ces propos qui sont de plus en plus tenus, on voit effectivement que les pauvres sont considérés comme des feignants, comme des profiteurs et comme des incapables. En fait, ce sont ces trois formes de préjugés qui dominent. Feignant, on le voit, c'est alimenté par cette idée du mérite. Alors, il s'agit pas de remettre en question la notion même de mérite, mais c'est de mettre l'accent sur la responsabilité individuelle et d'oublier en quelque sorte la responsabilité sociale que nous avons. Et d'ailleurs, la doctrine du solidarisme, le système de protection sociale a été mis en place en fonction de cette idée que nous sommes tous des associés solidaires. Et donc, c'est ça qui est en train de disparaître. Les pauvres sont des profiteurs. Ça, effectivement, c'est un choix qu'ils ont fait de refuser de travailler et de profiter des aides. Et en même temps, ils sont incapables. Ils ne savent pas gérer leur budget. Voilà ce qu'on considère, par exemple. Ils vont faire des choix qui sont complètement aberrants, alors qu'ils devraient effectivement se concentrer sur ce qu'ils ont à dépenser en priorité. Alors tout ça, c'est
facilement démontable. Il faut tordre le cou parce que les pauvres ne sont pas des incapables. Ils ont des stratégies de résistance. Comment on fait pour vivre avec 500 € par mois? Donc il faut à un moment donné faire des choix et ils le font. Ils vont d'ailleurs supprimer tout ce qui est les dépenses inutiles pour se concentrer sur ce qu'il faut payer en priorité. Donc tout ça, c'est des idées complètement qu'il faut rejeter et donc vraiment s'attaquer à ces préjugés. Et Maxime, par courriel, nous écrit: je vous contacte concernant l'émission en cours, qui a des relents aigres de lutte des classes. Le mépris envers les pauvres n'est pas l'apanage des riches. Le cadre méprise le technicien méprise l'ouvrier méprise le SDF. La pauvrophobie n'est pas d'origine sociale, mais c'est une manifestation d'un manque d'empathie ou d'éducation. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Michel Pouzol? C'est pas tout à fait faux ce que dit cet auditeur, parce que c'est ce que j'ai essayé de dire. Souvent, la zone frontale où la pauvrophobie est la plus forte et finalement entre ceux qui sont pauvres et ceux qui sont pas loin de l'être. C'est vrai qu'il y a une zone de friction comme des plaques tectoniques qui s'affrontent, mais ça a touché toute la société. Et il y a quand même, oui, un roulant de lutte de classe, parce que c'est vrai que c'est aussi lié à ça, c'est aussi lié à une vision de la société où finalement le mérite est récompensé, et donc si on n'est pas méritant, on est. Et puis la pauvrophobie exprime également une peur du déclassement social qui peut être légitime. Serge Pogam. Juste Michel Pouzol. Une petite chose, parce qu'il y a un très bon bouquin je voulais citer de Roger Bregman qui s'appelle Les Utopies réalistes, et il a, avec beaucoup d'humour, il dit à un moment donné, il faut jamais oublier que la pauvreté, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'adaptation de la société, c'est souvent une question d'argent. Voilà. Et que dans les expériences qui ont été menées sur la pauvreté pour lutter ça, notamment en distribuant simplement des fonds à des gens qui soi-disant sont incapables de les gérer, les résultats ont été exceptionnels, parce qu'effectivement, vous développez des stratégies d'évitement et de survie qui sont incroyables. On n'est pas comme cette députée qui vient de découvrir qu'avec 5 000 €. Maintenant, 5 000 €, elle est obligée de manger des pâtes et qu'elle peut-être elle allait déménager et sortir ses vieilles fringues de sa cave. Députée de la République en marche. Serge Pogam, sur la peur du déclassement social. Alors moi, ce que je voudrais souligner là, c'est que quand on fait des comparaisons entre des métropoles qui ont des niveaux d'inégalité très très différents, la comparaison que nous avons pu faire, c'est avec São Paulo et New Delhi, on voit effectivement que plus on est dans une société inégalitaire, plus la discrimination à l'égard des pauvres prend des formes encore plus prononcées. Et donc quand on est dans une société très inégalitaire, il y a effectivement une envie de repousser davantage les plus défavorisés pour se protéger soi-même. Donc et c'est l'espace public qui se rétrécit. Et donc la crainte du déclassement social, la crainte effectivement de la disqualification sociale touche effectivement des personnes qui se sentent progressivement menacées et qui ont besoin de détourner le discrédit qui les atteint vers d'autres couches de la population. Et ça, c'est un processus qui s'aggrave quand les sociétés voient les inégalités augmenter, parce que les formes de la discrimination finalement s'entremêlent à l'égard des plus démunis et se contribuent à refouler le sentiment de solidarité, tout ce qui peut permettre la cohésion dans une société. Ces assistés qui ruinent la France, dit Valeurs Actuelles en 2014. Et comme si on n'avait pas bien compris, le même journal ressort quasiment la même une 2 ans plus tard, rebelote. Et les articles sont aussi nuancés que les unes. Profession assistée, minima sociaux et maxi-fraude. Fraude à tous les étages. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous faites une couverture comme ça, vous imaginez qu'il y a donc ces populations qui se battent au quotidien, parce qu'être pauvre, c'est un combat vraiment quotidien, de survie. Comment vous pensez que les gens est-ce que vous pensez que... Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir ruiné la France au moment où j'étais dans le plus bas. J'avais l'impression de combattre pour que ma famille puisse continuer à vivre dans le cadre des valeurs de la République qu'on m'avait enseignées. Est-ce que vous pensez à un instant... Mais je comprends tout à fait. Comment dire, chaque journal a son lectorat. C'est sûr que Valeurs Actuelles, il n'est pas destiné à être vendu. Comment dire. Bien sûr, ça, tout le monde. Mais c'est affiché sur les kiosques. Bien sûr, tout le monde le voit au kiosque, mais ne l'achète que ceux qui se sentent concernés.
Et Michel Pouzol, vous avez donc rencontré pour le documentaire Pourquoi nous déteste-t-il, le très propre sur lui, Yves de Kerdrel, le directeur de l'hebdomadaire très à droite Valeurs Actuelles, qui titrait donc en 2014 ces assistés qui ruinent la France, avec le même type de une régulièrement. Michel Pouzol, comment s'est passée cette rencontre? C'est un homme au demeurant tout à fait charmant, qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. On l'a pas piégé, hein. Il savait pourquoi on venait. On a parlé de ses doctrines libérales, etc. Et puis voilà, l'entretien il s'est passé comme. Il est très hésitant, hein, quand même. Oui, alors c'est bizarre parce que pendant l'entretien, j'avais pas ce ressenti-là, mais quand on voit l'image, effectivement, on voit bien qu'il est un peu gêné. Il y a une scène assez amusante où on parle du RMI, on parle du fameux qui est devenu le RSA, et puis il me dit, mais Monsieur Pouzol, le RMI, hein, le I de RMI, insertion. Vous pouvez bien le dire, ça n'a jamais fonctionné. Et effectivement, moi je suis en face de lui, je viens du RMI, 10 ans après j'étais député de la Nation, je lui dis, excusez-moi, j'avais l'impression de m'être plutôt bien réinséré. Effectivement, c'est un peu compliqué de douter de ça à ce moment-là, quoi. Alexandre Amiel, producteur du doc. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où je pense qu'on a peut-être réussi notre coup avec le principe de cette série, c'est que je pense que Yves de Kerdrel, il s'est retrouvé un certain nombre de fois dans des débats comme, je sais pas, Les Informés sur France Info, et puis cette conversation, il l'a eue. Et là, il était très à l'aise. Il était très à l'aise pourquoi? Parce que c'était un discours général, opinion contre opinion. Tu es de gauche, donc tu penses qu'il faut aider. Je suis de libéral, donc je pense qu'il faut donner une chance à l'individu. Mais quand il se retrouve en face de Michel, il n'est pas en face d'une idée. Il est en face de quelqu'un en chair et en os qui en chair, ok, d'accord. Plus en chair qu'en os. mais et du coup, enfin, je veux dire, le discours général ne fonctionne pas. Il parle à quelqu'un. Et là, tous ces principes, ces grands principes tombent. Le regard du rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1 sur votre confrère de Valeurs Actuelles. Non, je vais pas m'exprimer sur lui, mais c'est vrai que là, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le fait de se confronter à des vrais gens, à des vraies personnes on n'est plus dans l'abstrait. On peut plus simplement parler d'idéologie. Là, on est confronté à une réalité qui est une réalité concrète et contre laquelle on peut plus esquiver. Et je pense que c'est là qu'il a pu être, à mon avis, un peu en porte-à-faux. Serge Pogam. Oui, alors c'est vrai que quand on écoute ces propos, on a quand même le sentiment que il manque d'empathie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui là c'est cassé, comme si un mécanisme de solidarité de base fondé sur des valeurs tout simplement humanistes c'est brisé. C'est comme si il y avait en opposition à ces valeurs un système de justification, de rationalisation fondé sur des convictions qu'il y a là des atteintes finalement à l'ordre social par le fait de profiter de l'assistance. Et ça, c'est très très grave parce que ça remet en question les valeurs même républicaines. Mais moi, je suis sûr qu'il a autant d'empathie que vous et moi dans l'absolu. C'est là où l'idéologie d'un seul coup domine. C'est là où la grande idée mais que dans un cadre intime et face à une situation, il va être aussi empathique. Mais alors justement, on pourrait dire qu'il y a là un discours que nous on a repéré dans le livre, qui est un discours qui contribue à la neutralisation de la compassion. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui devient une parole publique et qui contribue justement à donner bonne conscience à ceux qui justement. Mais ça ne veut peut-être pas dire effectivement qu'au fond d'eux-mêmes ils ne sont pas empathiques, mais en tout cas il y a un mécanisme de résistance là qui constitue une sorte de neutralisation de cette attitude. C'est la contradiction qu'on trouve dans la séquence avec la Fondation Abbé Pierre, où des gens donnent à la Fondation Abbé Pierre et viennent faire des commentaires terribles sur de distributeurs des préservatifs au lieu de distribuer des logements. Ce sont parfois les mêmes qui peuvent avoir ce discours-là et qui vont donner. Alors, l'ambiguïté, elle est vraiment là, et je suis d'accord avec vous sur ce discours qui casse l'empathie. Julien Bisson. L'écrivain qui a beaucoup écrit sur la misère, c'est Victor Hugo, dans Les Misérables, évidemment. Et Victor Hugo disait, vous voulez les misérables secourus, moi je veux la misère supprimée. Bonjour Madi de Nantes. Bonjour. Vous êtes médecin dans le 20e arrondissement de Paris. Vous militez pour l'accès aux soins pour tous. C'est l'un de vos combats. Les difficultés financières ne doivent pas être pour vous un obstacle pour se soigner. Comment expliquez-vous que certains médecins, c'était évoqué tout à l'heure par Michel Pouzol, refusent de prendre en rendez-vous les bénéficiaires de la CMU, la couverture médicale universelle? Je l'explique pas du tout, puisque la CMU complémentaire qui est vraiment pour les plus
pauvre, hein, puisqu'il faut gagner moins de 720 € par mois pour y avoir droit. C'est un système qui marche bien. Nous, médecins, on est payés en 48 heures avec la carte vitale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, mais qui, heureusement, n'est pas général. La plupart de mes confrères reçoivent tous les patients, bien sûr. Quels sont les recours possibles si on refuse l'accès à un rendez-vous en raison du fait qu'on bénéficie de la CMU ? Il faut prévenir le Conseil de l'Ordre. Donc, si c'est un médecin, le Conseil de l'Ordre des médecins, bien sûr, c'est tout à fait interdit. Il y a plusieurs manières de réagir et il faut bien sûr réagir. C'est pas normal. Mais en même temps, les gens qui ont la CMU complémentaire, ce qu'ils ont envie, c'est d'être soignés. Donc, ils vont plutôt choisir un médecin qui les accueille et qui les accueille bien. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure. C'est qu'il faut pas oublier que la pauvreté, c'est aussi un factus. C'est-à-dire qu'il y a en France de graves inégalités sociales de santé, c'est-à-dire des différences d'espérance de vie entre un jeune cadre et un jeune ouvrier de 35 ans de 7 ans. Donc c'est quelque chose qui joue sur la santé. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre cabinet médical dans le 20e arrondissement de Paris pour justement permettre l'accès des soins à tous ? Alors, déjà, le premier outil pour l'accès des soins à tous, c'est quelque chose qui est généralisé et qu'on a la chance d'avoir, un formidable outil, c'est la sécurité sociale. Donc, l'assurance maladie obligatoire, la sécurité sociale auquel tout le monde a droit et qui est une assurance solidaire. On cotise en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. Voilà, donc insister là-dessus, c'est que la sécurité sociale, c'est un formidable outil. On voudrait nous dire que ça marche pas, mais ça marche bien. Merci beaucoup, Maddy Denande, d'avoir témoigné ce matin. Certains Français pensent de bonne foi que certains profitent des allocations familiales, des allocations de rentrée, de la CMU. Michel Pouzol, Serge Pogam. Ce que vient de dire cette auditrice, à mon sens, est très très juste. C'est-à-dire qu'il faut rappeler l'ampleur des inégalités et rappeler en même temps la force des politiques que l'on a mises en place au titre de la protection sociale, qui sont des mesures préventives contre la pauvreté. Et c'est là peut-être qu'il faut mettre l'accent. C'est-à-dire que si on veut véritablement réduire la pauvreté dans notre pays, il faut mettre en place ces politiques qui visent finalement l'universel au sens de la protection de tous, c'est-à-dire que il n'y a pas de paix séparée face à la misère. C'est bien cette idée que nous sommes tous solidaires face à cette question. En quelques secondes, Michel Pouzol, comment lutter efficacement contre la pauvrophobie ? Bon, déjà, il faut parler. Là, je pense que la parole et le discours sont extrêmement importants. Il faut démonter les arguments complètement idiots qu'on peut entendre régulièrement. Athénée Carmon avait fait un très bon petit bouquin qui s'appelle Pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté. Ça coûte quelques euros. On devrait tous avoir ça sur sa table de nuit. Et le combat, il est d'abord idéologique là-dessus et sur la parole. Merci à tous. Je recommande vivement Pourquoi nous détestent-ils, consacré aux pauvres, réalisé par Michel Pouzol et Sarah Carpentier. Merci Alexandre Amiel d'être venu. Serge Pogam, je recommande Ce que les riches pensent des pauvres. Tout de suite, Julien Bisson, rédacteur en chef du 1.